1966-1976. J'ai 10 ans quand la révolution culturelle commence, presque 20 quand elle tombe aux oubliettes. Je passe 10 années dans le tambour d'une essoreuse devenue complètement folle. Aujourd'hui, il ne me reste que quelques photos de moi, de mes parents et du premier amour de ma vie, Ying Tao. Pendant ces années de haine et de violence, elle a représenté le seul moment de grâce dont je me souvienne. Un jour, je me suis jeté à l'eau et je lui ai écrit une lettre d'amour, une seule. Elle m'a dénoncé et tout s'est écroulé. La révolution culturelle est morte et enterrée depuis plus de 30 ans maintenant. Il est sûrement temps de faire les comptes. Les historiens chinois n'en ont toujours pas le droit, mais moi je le prends. Je ne suis qu'écrivain et je ne serai pas publié, voilà tout. Ying Tao a bien voulu revenir en Chine pour parler de notre enfance, foutue en l'air. Qu'est-ce que tu as changé? Elle va me prendre par la main et m'aider à écrire. Ensemble, nous allons tordre le cou à cette période qui nous hante, elle, moi et tous les Chinois. C'est un choc, bien sûr, de la revoir aujourd'hui. À Pékin, notre ville, ma ville, qui a tellement changé, mais où le passé colle encore aux murs et aux esprits. Une capitale abrutie par le progrès, la croissance, l'argent, et qui se méfie terriblement de sa mémoire. Moi, je me souviens. En mai 66, j'ai 10 ans. Il fait une chaleur écrasante et je m'intéresse bien plus aux grillons qu'aux drôles de choses qui se passent en ville. Mao a déclenché une vague de folie. Il a lâché les forces de la jeunesse pour détruire ses rivaux au sein du parti. Pékin est en ébullition et du haut de mes 10 ans, je trouve ça formidable. Les écoles sont fermées, on peut défiler jusqu'à point d'heure, les gardes rouges ont vraiment une allure folle et les chants révolutionnaires font pleurer des foules entières. Ce sont les débuts. Fanatique et enthousiaste, la ville entière est hystérique. On débaptise les rues en chantant, on casse les symboles des 4 vieilleries dénoncées par Mao, la culture, les mœurs, la tradition et les habitudes. C'est génial, tout est permis. Mais très vite aussi, les boutiques ferment et ça devient difficile d'acheter des cages à grillons. Pékin, aujourd'hui, fait semblant d'avoir oublié tout cela. Et puis, interdit de toucher aux idoles, surtout quand elles font marcher le commerce. Mais sous l'indifférence, il y a plein de cicatrices partout, grosses ou petites, mais toujours moches. Eh, bonjour tante. Dis-moi devant la porte, là-bas. Oui, le lion est cassé. Il a été détruit? Et oui, tu n'es pas le seul à poser cette question. C'était pendant la révolution culturelle, la destruction des 4 vieilleries. Ah.
Ah ouais, la campagne des 4 vieilleries. Merci, tante. Mais dis-moi, c'est marrant, ils en ont détruit qu'un seul. Pourquoi pas l'autre? Il devait être épuisé de casser à force. Partout, le bruit est infernal. Les usines de haut-parleurs et de mégaphones tournent sûrement à plein régime pour que les révolutionnaires puissent hurler leur amour du président Mao. C'est une période électrique où tout est cul par-dessus tête. On peut tout casser, on peut botter les fesses de ses professeurs, brûler les livres. C'est carnaval tous les jours. Mais pour un môme, ce qui se passe pour de vrai est assez incompréhensible. La violence monte, les parents nous interdisent d'aller jouer dehors. Je sors quand même. Je vois beaucoup de choses qui me fascinent et m'horrifient à la fois. Mais ça m'attire irrésistiblement. Pourtant, on bat et on humilie ceux qui symbolisent l'ordre ancien. Plus personne n'est à l'abri, surtout pas les enfants de cadre. Je ne connais pas encore Yingtao, bien sûr, mais elle ne rigole déjà plus. Je me souviens encore du jour où ils ont fouillé la maison. Quand je suis rentrée de l'école, j'ai tout de suite senti dans l'atmosphère de la maison que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai vu mon père assis dans le canapé, la tête baissée, enfoui dans ses mains et tout le désordre autour. J'étais encore petite, alors je n'ai pas fait lien tout de suite entre les choses. Ce n'est qu'après que j'ai remarqué la table renversée, les tiroirs vidés. Ils avaient emmené tous les objets, soi-disant suspects. Pour collecter des preuves, en fait. Oui. Ça a été un choc énorme. Mes parents faisant l'objet de critiques, les camarades de classe n'ont plus voulu jouer avec moi. Certains faisaient un effort de façade, mais tout le monde chuchotait derrière mon dos. Pour moi, ces jours-là, tout mon univers a basculé. Tout s'est métamorphosé. Ce jour-là, Yingtao apprend à se méfier. Elle ne sombre pas dans l'abjection comme d'autres filles de haut cadre qui ont eu la première morte de la révolution culturelle sur la conscience, dans un quartier du centre de Pékin. Ça avait terriblement choqué mes parents, mais dans un collège d'élite, des gamines de la nomenclatura avaient tout bonnement tué leur proviseur. Ce jour-là, il était environ 16 heures. J'ai contourné un des bâtiments du collège pour aller lire les Dazebao. Il n'y avait personne. J'ai vu une brouette avec un couvercle. À cette époque, on était très propre et toutes les toilettes avaient des couvercles. Sur la brouette, on avait posé un couvercle de latrine et dessous un grand balai en feuillage de bambou. C'était très étrange. 2 pieds en dépassaient. Je me suis rapprochée et au premier coup d'œil, j'ai reconnu notre proviseur. Elle avait déjà perdu la maîtrise de son corps. Elle n'était pas morte? Je ne sais pas si elle était déjà morte, mais ses excréments avaient coulé le long de la brouette et sur le sol. Feng Jinglan s'en souvient comme si c'était hier. Ils sont partout à Pékin, ces sales petits souvenirs. Mon ami Hu Jie, cinéaste indépendant, les traque, comme moi. Nous ne sommes pas nombreux à travailler sur la révolution culturelle. Il a rendez-vous chez le mari de cette enseignante tuée, je l'accompagne. Le vieux Wang. Il n'a jamais pardonné. Sa colère est intacte. C'est un personnage étonnant et plutôt rare dans la Chine d'aujourd'hui,
où la prudence est toujours mère du silence. Aujourd'hui encore, une bonne partie des gens continuent à dissimuler les crimes de la révolution culturelle. Ils ne veulent pas les reconnaître. Que ce soit une partie des hauts dirigeants impliqués, ou bien tous ces jeunes gardes rouges qui ont été manipulés, tous s'acharnent à dissimuler les crimes. Le lendemain de la mort de votre femme, vous avez acheté un appareil photo? Oui, oui. Vous avez tout photographié? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pensiez à ce moment-là que c'était la chose la plus sensée à faire? Je le faisais pour l'histoire. Vous en aviez déjà conscience? Bien sûr, comment aurais-je pu le faire sinon? Des atrocités sans précédent dans notre histoire. Quatre mômes orphelins qui n'ont même pas eu le droit de se recueillir sur la tombe de leur mère. Ils ont dû fabriquer un hôtel chez eux, dans une armoire. Ils ont tout caché dedans. Les photos, les souvenirs, l'urne funéraire, tout. Ils n'ouvraient le placard que quand ils étaient sûrs que personne ne pouvait les voir. Même pour pleurer, ils devaient se cacher. Combien de chagrin dans les placards chinois depuis cette époque. Le vieux Wang, lui, ne s'en est toujours pas remis. Il y a 40 ans, c'était un gauchiste pur et dur, partisan de la révolution culturelle. Il est sûr aujourd'hui encore que le parti va reconnaître son erreur dans la mort de sa femme. Et c'est sans doute ça le plus tragique. Parce qu'il y croit encore, au parti juste et vengeur. Mais son cher parti n'a même pas osé recenser le nombre de morts de la révolution culturelle. Tout cela est balayé, oublié. Roudier n'ose pas lui dire qu'il ne faut pas rêver. Son propre film est interdit, il est surveillé en permanence et il s'est déjà fait rosser plusieurs fois par la police. Parti et travail de mémoire, ça ne va pas ensemble en Chine aujourd'hui. Ils ont mon âge, les gamins du vieux Wang. Ils ont connu le pire tout de suite. Moi, en 66-67, je continue à profiter du bordel ambiant. Je ne vais plus beaucoup à l'école. Étrange atmosphère, de plus en plus malsaine. Il y a ainsi une drôle d'épidémie qui se propage, des tas de gens qui sont obligés de partir du jour au lendemain. On les appelle droitiers, déviationnistes ou simplement propriétaires. Les gardes rouges débarquent chez eux et hurlent « Tu as 48 heures pour retourner dans ta province » et hop, ils filent en abandonnant tout. Ying Tao a connu ça, elle aussi. Mes parents ont dû partir dans la province du Hebei, à Sulu. Moi, j'avais 14 ans. Ma mère était assez compréhensive et elle s'y prenait de façon démocratique avec moi. Elle m'a laissé le choix. Partir avec eux ou rester à Pékin. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, mais j'ai refusé de partir avec eux. J'ai vu ma mère verser des larmes, mais moi je n'ai pas pleuré.
Confusément, je sentais que la vraie vie, l'espoir, c'était Pékin. C'est vrai qu'en province, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Je ne sais pas exactement ce qui se passe, évidemment. La radio ne s'étale pas là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que la révolution culturelle tourne vinaigre. La terreur rouge a ravagé Pékin. Ailleurs, elle s'emballe. C'est l'époque des luttes de factions, de la surenchère entre cliques pour la défense du président Mao. De la folie furieuse, oui, qui dégénère en affrontements armés entre gardes rouges. La faute à Mao aussi, qui leur avait dit de faire feu sur le quartier général. C'est ici, à Chongqing, la grande métropole de l'Ouest, que les batailles ont été les plus féroces. Une véritable guerre civile. Aujourd'hui, évidemment, c'est paisible. Je dois être le seul à m'énerver à cause de ces chansons sur la révolution culturelle. Ils ont l'air gentils, tous ces petits vieux. Mais combien étaient gardes rouges à la fin des années 60? Probablement tous. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Refuser le mouvement, c'était la déportation ou le peloton. Mais ils chantent encore la gloire du président Mao. Quelquefois, les bras m'en tombent. Et puis ils vont réveiller les morts au-dessus de leur tête, là, dans ce cimetière qui est la seule trace officielle, dans toute la Chine, du désastre humain enclenché par Mao. Et il y en a ici qui ont droit au repos. Les gardes rouges qui se tapaient dessus, je ne sais pas, mais leurs victimes collatérales, comme on dit, sûrement. Des victimes comme Huang Peiyin, par exemple, une petite employée de rien du tout, abattue à 38 ans devant ses enfants. À chaque fois que je reviens ici, c'est terriblement douloureux. C'est une mémoire cruelle. Vous imaginez pour un gamin de 15 ans voir sa propre mère assassinée, voir le sang couler abondamment de son cœur, voir son regard fixé sur moi dans la mort? C'est terrible. Mais cette mémoire, nous devons la maintenir vivante, car elle appartient à l'histoire. Il tirait sous n'importe quel prétexte. Quand elle est tombée, je me suis jeté sur elle. Et j'ai vu que la balle était rentrée par ici et ressortie par là. Il tirait depuis la colline, à 5 ou 600 mètres. De là-haut, la balle est rentrée là et est ressortie de ce côté. Ensuite, j'ai déchiré mon vêtement. On s'était habillé en blanc exprès pour montrer qu'on était du petit peuple, des civils. Avec mon habit, j'ai d'abord tenté d'arrêter le sang, mais c'était impossible. Et là, ils ont commencé à balayer le terrain à la mitrailleuse. La terre volait de partout.
J'ai dû me plaquer sur le sol. Puis j'ai fait tournoyer ma chemise en l'air pour montrer qu'on était des civils. Mais en vain. C'est un miracle si on a survécu. Regarde là, il y a encore des impacts de balles. Hey, bonjour. Tu te souviens de moi? Mais oui. Quand ma mère a été tuée, tu habitais les maisons en bas. Oui, c'est ça. Tu te souviens de ce que tu as vu? À ce moment-là, je voulais aller aux toilettes. Il y avait notre chef d'équipe qui s'appelait Guang Zheran. Il vit encore maintenant. On a tout vu tous les deux. Elle avait un enfant devant elle et un autre derrière. Oh là là, je te dis, tous les gens de notre cour pleuraient à chaudes larmes pour ces deux enfants. Alors le chef d'équipe est allé les chercher, il les a emmenés dans une maison derrière chez nous. Oui, oui. On était tous là. C'est lui qui vous a mis à l'abri. Comment il s'appelait? Il s'appelle Guang Zheran. Il est encore là? Oui. Il habite toujours là-bas. Et comment tu vois la révolution culturelle maintenant? La révolution culturelle, c'est vraiment une chose terrible, je te le dis. La révolution culturelle, je sais pas qui a provoqué ça, moi. Eh, vieux maître, tu as toujours habité ici? Ouais. Tu connais Guang Zheran? C'est moi. Ah, c'est toi, Guang Zheran. T'as toujours habité ici, alors? Ouais. Tu te souviens, il y a 40 ans, une femme était abattue ici. Bien sûr. Bien sûr, je me souviens. Les deux enfants, c'était nous deux. Oh, c'était vous. T'étais encore jeune à l'époque. Ah, merci, merci. On se revoit à nouveau. Tu nous as fait rentrer dans ta maison. C'était celle-là? Non, c'est pas celle-là. J'habitais un peu plus loin là-bas. Il y avait un champ de poivrons. Ta mère est tombée là, sur la bordure du champ. C'était il y a 40 ans, tout ça. Tu en penses quoi aujourd'hui? Oh, je sais pas. Les deux factions se tiraient dessus pour protéger Mao. Comment veux-tu que je sache? C'était là-bas, sous l'arbre. C'était là-bas, derrière la maison? Ouais, là-bas. Ah, derrière le grand arbre, c'est ça? Merci. Merci à toi. Avec une seule phrase, tu as dit « Venez les enfants » et tu nous as sauvé la vie. Sans toi, on aurait été tués. Il n'y en a pas eu beaucoup des Guang Zheran. Allez, portez-vous bien. À l'époque, tout le monde avait une sainte trouille. C'est l'armée qui va remettre de l'ordre. Elle désarme les factions, écrase les révoltes et prend le pouvoir à tous les niveaux, mais ça c'est une autre histoire. L'ardeur révolutionnaire commence à fléchir, restent les mauvaises habitudes. Procès, séances de lutte, autocritique et grosses bagarres dans les rues. Un invraisemblable désordre. Plus rien ne marche, Pékin est une espèce de canard sans tête qui tourne en rond, en caquetant. Ma mère réussit pourtant à me sortir de Pékin. J'ai un billet de train pour la rejoindre dans le Gansu. J'ai adoré prendre le train.
Un endroit hors du monde de la révolution culturelle. Pas de hurlements, pas de mégaphone, pas de slogan. Juste une voix douce et féminine susurrant le nom des gares. Ça me rendait tout chose. Ça me permettait d'oublier que je n'ai plus de nouvelles de mon père, affecté en tant que droitier comme jardinier à un bataillon de l'armée au fin fond du Rebeuil. Ma mère, elle, est médecin. Tout son hôpital a été déplacé dans le Gansu sur ordre de Mao, directive 626. Il faut soigner les paysans pauvres plutôt que les capitalistes des villes. L'unité de travail de ma mère a pris ses quartiers dans une grotte. Je vais passer quelques mois à Qingyang, un trou perdu. Je cours la campagne, j'apprends à fabriquer des pièges à pigeons, je nage, je passe mon temps avec des petits Pékinois déracinés comme moi. Il n'y a rien à manger, l'école est nulle, on n'y va pas beaucoup. Début 68, ma mère se dit que je ne vais pas m'en sortir, alors elle me renvoie à Pékin. Seul, à nouveau, avec les clés de l'appartement et 2 ou 3 adresses pour que les amis de mes parents m'aident. C'est grisant, mais je déchante vite, en tant que fils de contre-révolutionnaire. Quelques jours après mon arrivée, je vais demander de l'aide à une amie de mes parents. Elle m'ouvre, elle me voit, elle devient blême, elle me jette 2 petits pains et me claque la porte au nez. Morte de peur, comme tous les Pékinois. Je suis encore plus seul qu'avant. Et puis, il faut que je retourne au collège. Le collège 78, un collège ordinaire. Il vient de rouvrir. Je vais avoir 14 ans, je n'ai pas envie d'y aller, et je ne sais pas encore que la rencontre que je vais y faire va changer ma vie. En arrivant au collège 78, le choc a été rude. Parce que dans mon ancienne école, le collège 101, il n'y avait que des enfants de cadre. J'y étais comme un poisson dans l'eau. Depuis la maternelle, puis l'école primaire, je baignais dans ce milieu. Je me suis retrouvée brutalement entourée d'enfants totalement différents. Leurs vêtements, leurs conditions de vie, leur comportement, leur langage. Je me sentais complètement décalée. Et toi, tu m'intriguais vraiment. Je voyais bien que toi aussi, tu étais différent des autres. En plus, tu étais particulièrement grand et maigre, avec ton cou interminable, surmonté d'une petite tête penchée, avec ton balai à la main. Je me disais en rigolant, celui-là, il n'est pas comme les petites têtes de radis. C'est un grand radis. À chaque fois que je t'apercevais, je me demandais, mais quel est son parcours pour être si différent? Et pourquoi est-il toujours en train de balayer les couloirs? Je ne sais pas pourquoi je balayais tout le temps. Je sais que j'étais souvent puni. J'avais une sale réputation avec un père contre-révolutionnaire. En plus, je chapardais. J'avais des fins de mois difficiles. Les sous que m'envoyait ma mère ne suffisaient jamais. Je me faisais tirer les oreilles par la police et j'avais droit à des cours de rééducation politique. Peut-être qu'en balayant, je ne pensais plus à rien. Et j'imagine aussi que ça me permettait de me rapprocher de cette grande de 16 ans qui était belle comme un soleil, Yingtao. À Pékin, les choses changent vite. Mao a fait tomber ses adversaires en libérant les forces de la jeunesse. Il est temps pour lui de la remettre au pas. La révolution culturelle change d'allure. Les gardes rouges, du moins ceux qui ne se sont pas étripés, sont enrôlés dans la nouvelle lubie du grand timonier, le mouvement des jeunes instruits. L'idée, c'est qu'ils doivent être rééduqués par les paysans pauvres. En fait, ils partent garder les cochons plutôt que de semer la pagaille en ville. Les plus bêtes partent en chantant, sans réaliser dans quelle mouise ils vont se mettre. Les paysans n'ont pas du tout envie de voir débarquer ces 5 millions de gamins qui vont bouffer leurs maigres réserves. Mais beaucoup aussi
se rendent compte très vite que Mao, à nouveau, se fiche complètement d'eux. Seulement, ils n'ont pas le droit de le dire. Alors, parfois, en sourdine, ils fredonnent une petite chanson dont on disait qu'elle était née du côté de Nankin. Elle sent le soufre, cette petite chanson des instruits. C'est lui qui l'a écrite. Jian Yi. Il vit toujours à Nankin et il n'en a jamais reparlé tellement il a trinqué à l'époque. Ça lui fait tout drôle de retourner pour la première fois sur les lieux de son histoire, dans cette famille paysanne où il a débarqué en tant que jeune instruit, en 69. Ah, mon pote. Eh ben, on en a vu, hein. J'habitais juste là, derrière. On était toujours fourrés ensemble. Et il sait tout sur moi, celui-là. Cette nuit-là, il neigeait un peu. Ils ont arrêté leur voiture près du pont. Oui, ils se sont garés dans la petite ruelle, un peu plus loin, pour rester discrets. 2 policiers en uniforme sont arrivés. Ils portaient des masques sur la bouche. Ils m'ont juste demandé « Es-tu Régnier ? Prends tes affaires et suis-nous. » Ça a dû prendre 3 minutes. Même pas. Et il y avait ce salaud de Wang, Ouais, Wang. de la commune populaire. Il a décroché ma guitare en disant « C'est l'instrument du crime ». Et ils l'ont fracassé par terre. J'ai vite compris que Jian Yi était dans le pétrin. Parce que c'était trop grave. La radio de Moscou, la radio de Taïwan et même la voix de l'Amérique. Toutes diffusaient sa chanson des jeunes instruits. On a vraiment pensé que t'étais cuit. Elle disait quoi cette chanson? À l'époque, Mao scandait que c'était glorieux d'aller dans les radios campagne. Toi, dans ta chanson, tu ne parlais pas de radios campagne, mais d'un trou perdu. Et dans le deuxième couplet, tu parlais du bel avenir qui va bientôt arriver. Pour eux, je voulais rétablir le capitalisme. Ouais, que tu voulais la restauration, le retour de Chiang Kai-shek. Tous les jours, on devait aller aux séances à la commune pour critiquer cette chanson. Alors, même si je chante comme une casserole, je peux te dire que j'ai retenu les paroles par cœur. Presque tout. Ils s'en souviennent très bien. C'est marrant parce que pour eux tous, elle symbolise un peu leur soumission. C'était vital à l'époque d'être un peu lâche et donc assidu aux séances de dénonciation. Il fallait être sans faiblesse, même contre une chanson, pour éviter le trou noir dans lequel Jian Yi a disparu. Les séances de lutte étaient très tendues. J'étais sur l'estrade et j'entendais « Est-ce qu'il faut tuer le contre-révolutionnaire Régnier ?» Et les gens en bas hurlaient « Tuons-le !» Le plus terrible, ça a été le 31 juillet. On était 25 en tout. Et je suis le seul à en être revenu. Tu es allé au champ d'exécution? Oui, j'y suis allé. J'ai assisté à toutes ces exécutions. C'était une balle dans la tête ou dans la poitrine. Après avoir été traîné là par 2 personnes, une troisième s'amenait et les faisait tomber à plat ventre d'un coup de pied. Un soldat tirait un coup de revolver et s'en allait. Il est ainsi resté toute une rangée d'hommes abattus, face contre terre. Plusieurs médecins légistes sont alors arrivés, en blouse blanche avec une pique de métal à la main, qu'ils agitaient en l'air à la manière d'un chef d'orchestre.
Puis avec leur stéthoscope, ils écoutaient s'il restait un souffle ou un battement de cœur. S'il restait un souffle de vie, ils enfonçaient alors leur pic dans la blessure laissée par la balle et la tournaient plusieurs fois, puis écoutaient encore une fois. Il n'y a plus de soldats, plus de gardiens, mais moi je suis toujours là. J'aurais jamais cru que je survivrais, qu'il pourrait y avoir un aujourd'hui. Lorsque j'étais en prison, je me disais que si j'arrivais à sortir un jour, jamais je ne reviendrais dans cet endroit maudit. J'avais juste écrit une chanson, mais elle s'est répandue, provoquant le désastre. Au départ, j'ai été condamné à mort, puis ma peine a été commuée en 10 ans de prison. 10 ans de prison pour les contre-révolutionnaires, c'était très répandu. C'était le tarif de base, comme la prise en charge dans les taxis. À Pékin, je supporte de moins en moins les pesanteurs de la propagande. Dans l'immeuble de mes parents, vidé de ses intellectuels, un abruti a pris le pouvoir. Ceux qui se risquent à la moindre question, à la moindre petite blague, se font tomber dessus par les brigades de la propagande de la pensée Mao et ils risquent leur vie. Tout le monde a peur. Il n'y a plus une seule trace d'humour dans Pékin. Mais il y a Yingtao. C'est violent l'amour quand on a 15 ans et rien d'autre à faire. Elle est de plus en plus belle et sérieuse. Elle est devenue secrétaire de la cellule de la Ligue de la jeunesse au collège. Mais je ne peux rien lui dire. Mao, cet hypocrite, a décrété que la Chine est désormais le royaume de la vertu rouge. Les couples légitimes ont droit à 12 nuits communes par an, l'infidélité est passible de la peine de mort et les amourettes adolescentes, évidemment, totalement proscrites. Je ne suis sûrement pas le seul à Pékin à me lamenter de ce gâchis. Presque 2 ans d'attente silencieuse. Quand je me décide enfin à écrire ma lettre d'amour à Yingtao, je sais bien que je brave un terrible interdit. Comme il me reste un doigt de prudence, je ne la signe pas. Je me rappelle que le vieux gardien m'a donné cette lettre, mais je n'ai pas osé l'ouvrir tout de suite. J'ai attendu d'être à la maison. Là, dès que j'ai commencé à lire, bang, 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 mon cœur s'est mis à sauter dans ma poitrine, parce que c'était la première fois. Mais tout le début de cette lettre parlait de politique, de ta rage contre tout ce qui se passait. On sentait vraiment la colère qui montait entre les mots. Une sorte de haine à l'état brut jaillit du cœur. Une franchise folle, sans phare. Une espèce de courage impensable à cette époque. Alors au fil de la lecture, la peur est montée en moi. Mais qui a compris que je pense un peu la même chose? Est-ce que quelqu'un a parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai prononcé des paroles imprudentes? Comment celui qui écrit cela peut-il savoir qu'il peut me confier à moi ce genre d'opinion? La peur ne m'a plus lâchée.
De la peur à l'erreur, il n'y a eu qu'un pas. Ying Tao se doutait bien que c'était moi l'auteur. Mais pour se couvrir peut-être, elle en a parlé à un de ses professeurs, son prof de politique. On se sentait vraiment comme des amis avec lui. On croyait qu'on pouvait avoir confiance. Sa pensée n'avait pas cette raideur traditionnelle des communistes. Il était différent, audacieux, créatif et aussi très courageux. Il n'avait vraiment rien à voir avec les autres profs. Alors tout naturellement, avec mon ami, on l'a choisi. On avait besoin d'aide, alors on lui a remis cette lettre sans aucune appréhension. Il nous a tout raconté. Comment il avait comparé les écritures, comment il t'avait fait convoquer et comment finalement tu allais avoir des ennuis avec la police. Et tout cela en arborant un air de triomphe vengeur. Ce gentil prof était un fiefé salaud, oui. Aujourd'hui encore, Ying Tao s'en méfie. Il a fait une belle carrière à l'université du ministère de l'Intérieur et il a toujours beaucoup d'amis. Il est intouchable. Je m'étais fait avoir. Et en même temps, je t'avais quasiment dénoncé. Alors tu sais, j'étais comme dans un étau. Ce prof m'avait trahi et moi aussi je t'avais trahi. Alors je me sentais criminelle. J'étais dévorée par les remords. Je ne sais plus ce qui surnage des jours qui ont suivi, du chagrin, de la rancœur ou de la peur. Quand je suis convoqué par la direction du collège, je reconnais tout de suite que c'est bien moi qui ai écrit cette lettre. Il me laisse mariner 3 jours dans une angoisse indescriptible. Je me vois déjà, comme tant d'autres, exécuté en prison ou en camp de travail. Mais rien, ou presque rien. Un peu d'humiliation publique, beaucoup d'autocritique. Je ne deviens même pas le martyr de mon amour, alors que j'aurais sûrement pu écrire des textes déchirants du fond de mon cachot. Il ne me reste qu'un désespoir brut, le sentiment d'avoir été trompé et ridiculisé par une idiote qui veut faire carrière. Je n'ai pas compris qu'elle a eu peur. Mais je deviens un mouton noir. Je prends alors l'habitude de fuguer. Quand je suis trop mal, je me réfugie dans un train avec un ticket de quai simplement et je me débrouille pour aller le plus loin possible. Une fois comme ça, je vais jusqu'à Qingdao, au bord de la mer. J'ai 16 ans, je suis un parfait gibier de milice. Je m'en dis, je n'ai pas de papier et il y a un miracle. Un petit bonhomme tout simple qui me prend sous son aile. Tai He, un ouvrier. Sa maison n'a pas changé. Il habite toujours ici, Tai He? C'est là-bas. Où ça, là? Qui ça? Wang Tai He? Non, c'est en face. Où ça? Qu'est-ce qu'il lui veut? Il n'est pas là. Tu cherches qui? Je te cherche toi. Tu me cherches moi? C'est quoi ton nom? Ah oui, je me souviens. Allez, entre.
Tu te souviens d'ici? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez, bienvenue, bienvenue, entre. Ça fait combien d'années, dis-moi? Oh là là, putain, je pensais pas te revoir de mon vivant. Allez, assieds-toi, assieds-toi. Tu vas bien? Ouais, ça va, je vais bien. Ça fait plus de 30 ans, hein. Eh oui, plus de 30 ans. Est-ce que t'as oublié? Tu avais un grand sac sur le dos et t'étais maigre comme un chat. Non, je n'ai pas oublié. Il était pauvre comme tout, mais il a partagé tout ce qu'il avait. En quelques semaines, il m'a remis sur pied après m'avoir ramassé sur cette plage où il était venu faire son tai chi comme tous les matins. Taïre, la simplicité fait homme. Il n'a rien gagné dans la révolution culturelle, ni après d'ailleurs. Il est toujours aussi pauvre et il fait toujours du tai chi tous les matins. À Pékin, en 1975, la révolution culturelle est moribonde. Plus de garde rouge, plus de brigade de la pensée Mao Zedong, pratiquement plus de grand timonier non plus, d'ailleurs, il est presque mort même s'il bouge encore un peu. La lutte pour la succession bat son plein, mais ça me passe largement au-dessus de la tête. J'ai chassé Ying Tao de mon esprit. Je ne suis plus qu'amertume, j'ai 17 ans, je me sens maudit, et je ne sais plus quoi faire de ma carcasse. J'ai donc l'idée politiquement la plus stupide de ma vie. Je me porte volontaire pour devenir un jeune instruit, alors que le mouvement a capoté depuis longtemps déjà. Et je pars pour Jodan, dans le Shanxi. À l'époque, c'est une des provinces les plus pauvres de Chine. Je vais y passer plus de 2 ans, à épandre du lisier, à travailler 20 heures par jour avec une poignée de compagnons de misère. Ce sont des jours sombres et glacés qui consument la fin de mon enfance. Je commence à écrire un peu. Et puis, petit à petit, je renais. Ici, je suis face aux réalités de la Terre. Je ne suis plus dans les slogans débiles qui rythmaient ma vie pékinoise. À Jodan, les gens sont parfois au parti, mais ce sont d'abord des villageois, des paysans qui s'entraident. Ce sont eux, Wang Ze, mon chef d'équipe, le vieux Zio, le secrétaire du village, tous ces paysans quasiment illettrés qui me tirent du trou où je suis tombé. Je réapprends à aimer les gens, et ils me le rendent bien. Quand je sauve le petit Tsui de la noyade, je deviens quasiment un héros, j'ai même droit à des articles dans les journaux. Du haut de mon grand âge, ça me fait sourire, mais je sais aussi qu'en sauvant ce gamin, je me suis sauvé moi-même. Aujourd'hui, Jodan a bien changé. Mes anciens compagnons ne cultivent plus leurs champs, ils construisent des immeubles qu'ils louent très cher aux ouvriers du pétrole. Ils ont le cul cousu d'or désormais. Tant mieux. Pour eux, la révolution culturelle, les jeunes instruits, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Tant qu'ils mangent et qu'ils boivent, mes compatriotes oublient vite. Ils ont parfaitement digéré la consigne officielle. Mao, c'était 70% de bons, 30% de mauvais. Tous savent très bien qu'il est interdit de se demander où mettre la révolution culturelle dans ce bilan, même s'ils ont tous soigneusement compté les disparus autour d'eux. Moi, je n'ai pas de doute. Ce mouvement absurde a bouffé mon enfance et détruit ma première histoire d'amour. Mais quand je me plains un peu, même dans ma seconde famille, ici à Jodan, je continue à me sentir très seul et parfois un peu honteux. C'est quoi des amours brisés au regard de 1 million de morts?
Tant d'années ont passé, Singh. Mais jamais je ne me suis pardonné à moi-même. Et je n'y arriverai jamais. Voilà. On aurait pu vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Enfin, juste un, on est en Chine. Mais 30 ans après, il ne nous reste que des regrets. Ying Tao, après notre histoire, s'est mise à douter de tout, de son pays, du système, des gens. Elle a fini par émigrer à Los Angeles à la fin des années 80. C'est là qu'elle vit désormais, c'est là qu'elle repart. Dans ma tête et dans mon cœur, la révolution culturelle continue à faire des dégâts. Je n'ai pas réussi à lui tordre le cou.回到你。